En 1912, des ouvriers creusant sous le manoir de la famille Vanderbilt sur la 5e avenue firent une découverte qui ne parut jamais dans aucun journal. Aucune manchette n'annonça ce qu'ils trouvèrent. Aucune photographie n'immortalisa l'instant. Et pendant plus d'un siècle, ce qui reposait sous l'une des adresses les plus célèbres d'Amérique est resté enseveli sous des couches de silence, d'argent et de savante dissimulation. La date était le 17 mars 1912, un dimanche. L'équipe de construction n'était pas censée travailler, mais les délais étaient serrés, et le gérant du domaine Vanderbilt avait autorisé des heures supplémentaires au double du tarif normal. Sept hommes descendirent dans l'excavation des fondations, armés de pioches, de pelles et de lanternes à pétrole. Leur tâche semblait simple, étayer le coin nord-est où les ingénieurs avaient détecté un tassement menaçant l'intégrité structurelle du manoir. Ce qu'ils découvrirent à la place entrait trois de ces 7 hommes pour le reste de leur vie. Les 4 autres emportèrent leur silence dans la tombe, soit par choix, soit sous une pression sur laquelle nous ne pouvons que spéculer aujourd'hui. Mais les 3 qui parlèrent, même lors de conversations chuchotées avec leurs familles des décennies plus tard, dressèrent le tableau de quelque chose qui n'aurait pas dû exister sous une résidence privée. Quelque chose qui révéla la véritable nature du fonctionnement de la richesse concentrée pendant l'âge d'or américain. Le nom Vanderbilt représentait la réussite américaine dans sa forme la plus pure. Cornelius Vanderbilt avait transformé les bateaux à vapeur et les chemins de fer en une fortune qui domina une ère entière. En 1912, ses descendants contrôlaient une richesse estimée de manière conservatrice à plus de 200 millions de dollars. Avec le pouvoir d'achat actuel, cette fortune équivaudrait à quelque part entre 3 cents et 500 milliards de dollars. Pas des millions, mais des milliards. Un niveau de concentration de richesse qui les rendait effectivement souverains au sein du système économique américain. Mais cette richesse s'accompagnait de secrets. Des secrets sur la manière dont elle avait réellement été accumulée. Des secrets sur le sort des concurrents. Des secrets sur des infrastructures construites non pas pour le bénéfice public, mais pour le contrôle privé. Et certains de ces secrets étaient littéralement souterrains, intégrés aux fondations de l'une des démonstrations les plus ostentatoires de l'excès de l'âge d'or américain, au 640 Fifth Avenue. L'histoire officielle était simple. Le manoir avait besoin de réparation. Un entretien standard pour une structure de cette taille. Les ouvriers descendaient avec des pelles et remontaient avec de la terre. Rien d'inhabituel. Mais 3 ouvriers du bâtiment racontèrent une histoire radicalement différente. Ils parlèrent de tunnels, de pièces finies qui ne devraient pas exister sous une maison privée, d'infrastructures construites à des fins qui n'avaient aucun sens architectural. Ils parlèrent d'une découverte, d'ordre de garder le silence, de paiements qui semblaient conçus pour acheter la discrétion plutôt que pour compenser le travail. Et ils parlèrent d'être réellement effrayés, non pas par un danger physique ou un effondrement, mais effrayés par ce que la découverte signifiait, effrayés par ceux qui l'avaient construite et pourquoi, effrayés par les implications si ce qui se trouvait sous le manoir Vanderbilt était reproduit sous d'autres grandes demeures. Comprendre ce qui fut trouvé nécessite de comprendre ce que les Vanderbilt faisaient réellement de leur argent. Le récit populaire les dépeint comme des barons du rail qui ont construit l'infrastructure américaine et créé des emplois. Ce récit omet soigneusement certains détails. Des détails sur la manière dont ils ont bâti ces fortunes, les méthodes spécifiques qu'ils ont employées et surtout où l'argent a réellement été investi. Cornelius Vanderbilt n'a pas inventé les chemins de fer ou les bateaux à vapeur. Ce qu'il a perfectionné était quelque chose de bien plus précieux, l'art du monopole par la destruction stratégique. Son approche était élégante dans sa brutalité. La stratégie fonctionnait ainsi, identifier un marché avec plusieurs concurrents. Entrer sur ce marché non pas pour rivaliser, mais pour dominer. Acheter les opérations concurrentes, puis détruire systématiquement les concurrents que l'on n'avait pas achetés. Non pas en les surpassant par un meilleur service ou l'innovation, mais en rendant leurs opérations littéralement impossibles à mener. Dans les années 1860, Vanderbilt prit le contrôle du New York Central Railroad. En quelques mois, chaque ligne concurrente fut confrontée à de mystérieuses catastrophes. Des pannes d'équipement à des moments précisément critiques. Des pénuries soudaines de main-d'œuvre lorsque des salaires plus élevés étaient offerts aux travailleurs pour qu'ils abandonnent leur poste. Des accidents inexplicables qui arrêtaient les opérations pendant des semaines à des moments cruciaux. Des ponts s'effondraient sur des routes concurrentes. Les lignes télégraphiques desservant les entreprises rivales devenaient muettes lorsque la communication aurait pu prévenir un désastre. Le fret arrivait mystérieusement endommagé ou n'arrivait pas du tout, dévastant les entreprises qui dépendaient de ces lignes concurrentes. Les clients qui utilisaient les chemins de fer concurrents voyaient leurs expéditions retardées, mal acheminées ou entièrement perdues. Le schéma se répéta sur tous les marchés où Vanderbilt entra. Lignes de bateaux à vapeur, services de ferry, route ferroviaire de New York à Chicago. Et ce schéma laissa une trace écrite, bien que pas dans les journaux ou les registres publics.
Cette trace existait dans la correspondance privée, dans des livres de comptes qui n'atteignirent jamais les dossiers publics, dans les témoignages d'ouvriers qui se retrouvaient soudainement sans emploi lorsqu'ils posaient trop de questions. En 1877, lorsque Cornelius Vanderbilt mourut, il avait accumulé plus de 100 millions de dollars. Pour mettre cela en perspective, le budget annuel total du gouvernement des États-Unis en 1877 était inférieur à 250 millions de dollars. Un seul homme contrôlait une richesse équivalente à près de la moitié du budget fédéral. Ce n'est pas de l'entrepreneuriat. C'est de l'extraction systématique par des méthodes qui seraient poursuivies comme crime organisé si quiconque sans autant d'argent avait tenté de les appliquer. Le système continua sous son fils, William Henry Vanderbilt. William se montra encore plus impitoyable, quoique moins flamboyant. Là où Cornelius avait été bruyant et ouvertement méprisant de l'opinion publique, William opérait avec une froideur calculatrice. Il avait compris quelque chose que son père n'avait saisi qu'intuitivement. Le véritable pouvoir ne résidait pas dans la possession des chemins de fer, mais dans le contrôle des mécanismes financiers qui décidaient quels chemins de fer réussissaient et lesquels échouaient. William fut un pionnier de ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme l'ingénierie financière. Il créa des sociétés holding qui possédaient d'autres sociétés holding dans des structures imbriquées rendant la propriété réelle presque impossible à tracer. Il structura la dette de manière à ce que les Vanderbilt profitent, que les trains fonctionnent avec succès ou non. Il manipula les prix des actions par des divulgations d'informations soigneusement chronométrées à des journalistes financiers qui étaient soit sur sa liste de paie, soit dépendants de sa coopération. Il comprit le levier avant que le terme n'entre dans le vocabulaire courant. Le contrôle des nœuds d'infrastructures critiques lui conférait un pouvoir bien au-delà de la simple propriété. Si vous contrôlez le pont ferroviaire sur l'Hudson, vous n'aviez pas besoin de posséder chaque ligne de chemin de fer. Vous facturiez simplement les frais que le marché pouvait supporter. Si les concurrents se plaignaient, ils pouvaient construire leur propre pont. Sauf que la capture réglementaire signifiait que les permis pour les ponts concurrents étaient mystérieusement retardés ou refusés. William transforma l'activité ferroviaire du transport en extraction financière. La surévaluation des actifs fut raffinée à un point tel qu'ils étaient estimés à 5 fois leur valeur réelle. Des actions étaient émises sur la base de ces évaluations gonflées. Et les investisseurs achetaient des parts en pensant qu'ils obtenaient une équité légitime alors qu'ils finançaient la consolidation du pouvoir de la famille. C'est ici qu'une histoire économique révisionniste devient nécessaire. Le récit standard affirme que les Vanderbilt ont construit l'infrastructure américaine. Mais un examen plus approfondi révèle qu'ils ont construit un système de contrôle déguisé en infrastructure. Les chemins de fer ne transportaient pas seulement des marchandises et des personnes, ils transportaient des capitaux. Ils créaient des gagnants et des perdants sur les marchés immobiliers en déterminant quelle ville avait accès au rail. Ils décidaient quelles industries pouvaient expédier à moindre coût. Ils déterminaient quelles villes se développaient et lesquelles dépérissaient. Et les Vanderbilt pouvaient déterminer tous ces résultats avant même que quiconque ne sache que les décisions étaient prises. William Henry Vanderbilt déclara célèbrement à un journaliste en 1882 que le public soit damné. « Je travaille pour mes actionnaires ». La citation scandalisa les journaux, mais elle révéla la philosophie de fonctionnement. Le public n'était pas le client. Le public était la ressource à exploiter. Entre 1877 et 1885, William doubla la fortune familiale de 100 millions à plus de 200 millions. Non pas par l'innovation, mais par la manipulation des tarifs de fret, les faillites stratégiques des lignes concurrentes et des instruments financiers que nous reconnaîtrions comme du négoce de produits dérivés. Cette fortune devait aller quelque part. Une partie fut investie dans le manoir du 640 Fifth Avenue. La construction commença en 1879 et s'acheva en 1882. Le coût public fut déclaré à 3 millions de dollars, une somme astronomique qui équivaudrait à près de 100 millions de dollars aujourd'hui. Mais 3 millions n'était que le chiffre officiel. La dépense réelle ne fut jamais divulguée, et pour de bonnes raisons. Le manoir fut conçu comme une déclaration. 137 pièces réparties sur 4 étages occupant un bloc entier de Manhattan. Du marbre importé de Carrare, en Italie. Des boiseries sculptées par des artisans européens. Des collections d'art valant des millions de plus. Chaque surface choisie pour communiquer un message. Les Vanderbilt existaient sur un plan différent de l'humanité ordinaire. Mais le véritable investissement ne se trouvait pas dans ce que les visiteurs pouvaient voir. La fondation s'enfonçait bien plus profondément que nécessaire. Les ouvriers creusèrent jusqu'à 12 mètres de profondeur par endroit, alors que 6 mètres auraient suffi, même en tenant compte du substrat rocheux irrégulier de Manhattan. L'explication officielle était la stabilité. Les Vanderbilt construisaient pour des générations. Mais les bâtisseurs expérimentés mirent en doute la profondeur excessive. Certains ouvertement, la plupart discrètement.
Ceux qui posaient trop de questions avaient ensuite du mal à trouver du travail. Le mot se répandit. Ne posez pas de questions embarrassantes sur les projets des très riches. Ce qui fut construit dans cette profondeur excessive ne devint clair que pour quelques privilégiés. Le manoir était équipé d'un système de livraison de charbon, comme toutes les grandes demeures. Le charbon arrivait par des goulottes au niveau de la rue et était stocké dans des bunkers au sous-sol. Mais les bunkers à charbon du 640 Fifth Avenue étaient connectés à des chambres qui s'étendaient bien au-delà de la limite de la propriété. Non pas de quelques mètres, mais de dizaines de mètres, courant sous la rue elle-même et se connectant aux propriétés adjacentes d'une manière qui violait tous les codes du bâtiment et lois de propriété. Cela ne fut pas découvert immédiatement après l'achèvement. Les ouvriers d'origine qui construisirent ces éléments pendant la période de construction de 1879 à 1882 furent tenus au secret le plus strict par des contrats de travail qui menaçaient de conséquences légales ruineuses pour toute divulgation. Beaucoup de ces travailleurs étaient des immigrants qui comprenaient que parler signifierait non seulement perdre leur emploi, mais aussi faire face à une éventuelle déportation ou à un boycott qui rendrait tout emploi à New York impossible. Le secret fut remarquablement bien gardé pendant 3 décennies complètes. Il ne fut révélé qu'en 1912, lors de ces réparations de fondations soi-disant de routine. L'équipe de travail creusait près de ce qu'elle croyait être un mur de fondation extérieure solide dans le coin nord-est. On leur avait dit de creuser, d'exposer la fondation, de l'examiner pour des fissures ou des tassements, et de rendre compte à l'ingénieur superviseur. Une procédure standard pour résoudre les problèmes structurels d'un bâtiment de cet âge. Thomas Brennan, le contremaître de l'équipe, fut le premier à percer. Sa pioche traversa ce qui aurait dû être un remblai rocheux solide et rencontra à la place l'air vide. Les ouvriers se rassemblèrent autour de l'ouverture et éclairèrent l'obscurité avec leurs lanternes à pétrole. Ce qu'ils virent était un passage fini, doublé de briques, avec une maçonnerie professionnelle, pas de la pierre brute ou de la terre tassée. Des briques soigneusement posées en appareil courant, le genre de travail qui demande compétence et temps. Ils élargirent la brèche pour pouvoir tous entrer. Le tunnel mesurait environ 2,4 mètres de haut et 1,8 mètres de large, suffisamment grand pour qu'un homme adulte puisse y marcher debout, suffisamment grand pour des chariots à roues. Les murs étaient en maçonnerie de briques professionnellement finies. Le plafond était voûté dans le style classique de la voûte en berceau. Le sol montrait des signes d'usure importants. Des rainures profondes couraient le long du centre, des traces parallèles créées par le roulement répété de véhicules lourds à roues pendant de nombreuses années. Et le plus surprenant, des luminaires électriques montaient le long des murs à intervalles réguliers. Pas des lampes à gaz, des ampoules électriques dans des boîtiers de protection connectés à un câblage en cuivre. L'un des ouvriers actionna un interrupteur et les ampoules s'illuminèrent, tirant encore du courant après toutes ces années. Le tunnel s'étendait vers l'est depuis le manoir, vers l'intérieur du pâté de maison. Ils le suivirent sur environ 27 mètres avant d'atteindre la première chambre latérale. Des lourdes portes en fer encastrées dans des cadres de briques. Les portes étaient fermées, mais non verrouillées. À l'intérieur de chaque chambre se trouvait une pièce d'environ 3 par 3,6 mètres, vide à présent, mais montrant des preuves claires d'utilisation passée. Des supports de fixation étaient boulonnés au mur pour des étagères ou des racks de stockage. La ventilation était sophistiquée avec des conduits d'admission et d'évacuation. Et les serrures se trouvaient à l'extérieur des portes, suggérant que tout ce que ces pièces stockaient était destiné à être sécurisé contre tout accès non autorisé. Lorsqu'ils ressortirent et rapportèrent ce qu'ils avaient trouvé au superviseur du site, sa réaction fut immédiate. Il leur dit d'arrêter le travail et d'attendre. Dans les 2 heures, des hommes en costume coûteux arrivèrent, non pas des architectes ou des ingénieurs. Ces hommes avaient l'allure d'avocats ou de cadres. Les conversations suivirent un schéma, des questions sur ce qu'ils avaient exactement vu, puis une offre, un paiement de bonus significatif, plusieurs mois de salaire en échange de la signature d'un document juridique. Le message était clair. Discutez de ce que vous avez vu et faites face à des poursuites judiciaires qui vous détruiront financièrement. La plupart des ouvriers signèrent immédiatement. 3 hésitèrent et furent rappelés pour une deuxième conversation. Cette fois, le ton était différent, moins amical, plus précis sur les conséquences. Non seulement des poursuites judiciaires, mais aussi des difficultés à trouver du travail. Des accidents pouvaient arriver sur les chantiers de construction. Les 7 signèrent finalement et reçurent leur paiement. En l'espace d'une semaine, une équipe différente arriva pour sceller le tunnel. Non pas l'entreprise de construction habituelle, mais une équipe spécialisée qui travailla rapidement et avec une discrétion absolue. L'entrée du tunnel fut remplie de béton, comme si le passage n'avait jamais existé. 3 de ces ouvriers finirent par parler, mais pas avant des années, pas aux journaux, qui n'auraient pas publié de telles allégations, mais à des membres de leur famille, à des amis au sein d'organisations syndicales, à d'autres ouvriers du bâtiment qui avaient vu des caractéristiques similaires sur d'autres projets. Et lentement, un schéma émergea.
Les familles les plus riches de New York avaient construit une infrastructure souterraine qui reflétait celle en surface. Des tunnels reliant des propriétés, des chambres de stockage construites bien au-delà de tout besoin légitime, des systèmes de ventilation et d'éclairage indiquant une utilisation régulière. Et il l'avait fait au vu et au su de tous, caché derrière des explications banales de stockage de charbon et de travaux de fondation que personne ne remettait en question. À quoi servait cette infrastructure? La réponse nécessite de comprendre la panique financière de 1907. Cette panique révéla des vulnérabilités que les très riches trouvèrent absolument intolérables. Elle montra que même des fortunes massives restaient vulnérables à des forces échappant à leur contrôle direct. La panique commença en octobre 1907 lorsque la Knickerbocker Trust Company s'effondra. L'échec déclencha des ruées immédiates sur d'autres banques et sociétés de fiducie. Les déposants se précipitèrent pour retirer leur argent. Les banques n'avaient pas assez de monnaie physique pour satisfaire toutes les demandes de retrait simultanément. En quelques jours, plusieurs grandes institutions financières avaient fait faillite. Des fortunes qui existaient sous forme de dépôts bancaires et d'actifs papiers s'évaporèrent du jour au lendemain. Les familles riches qui gardaient leurs actifs dans ce qu'elles pensaient être les institutions les plus sûres ne purent soudainement plus accéder à leur propre argent. Certaines firent face à une réelle possibilité de ruine, non pas parce que leur richesse avait disparu, mais parce qu'elle était enfermée dans des systèmes qui avaient cessé de fonctionner. L'impact psychologique fut profond. Ces familles avaient cru que leur richesse les rendait immunes aux forces économiques affectant les gens ordinaires. La panique leur enseigna le contraire. Les systèmes bancaires traditionnels, aussi prestigieux soient-ils, pouvaient échouer. Le gouvernement pouvait intervenir de manière à geler les actifs. Des foules en colère, voyant leurs propres économies disparaître, pouvaient cibler les personnes visiblement riches. La panique révéla quelque chose qui alarma véritablement les familles les plus riches. Elles n'avaient pas autant de contrôle qu'elles l'avaient supposé. J.P. Morgan organisa un sauvetage privé du système financier, mais cela prit des semaines de coordination frénétique. Pendant cette période, la stabilité de la finance américaine dépendit de la réputation et de la volonté d'un seul homme de risquer sa fortune. Les riches apprirent plusieurs leçons inconfortables. La richesse papier pouvait devenir sans valeur. Les institutions financières traditionnelles étaient vulnérables aux ruées et aux échecs. L'intervention gouvernementale pouvait geler les actifs ou limiter l'accès. Et la colère publique pendant la détresse économique pouvait se manifester par la violence contre les symboles visibles de la richesse. La solution fut de créer des systèmes parallèles où la richesse pouvait être détenue et déplacée en dehors des canaux bancaires traditionnels. L'or devint le mécanisme principal. La monnaie papier restait vulnérable aux décrets gouvernementaux ou à l'effondrement économique. Les dépôts bancaires pouvaient être gelés. Les certificats d'action n'étaient que du papier qui pouvait perdre sa valeur. L'or, lui, détenait sa valeur indépendamment de toute décision gouvernementale. Il était reconnu et accepté partout. Il ne pouvait pas être dévalué en imprimant davantage. Et surtout, la possession physique d'or signifiait une véritable propriété d'une manière que les dépôts bancaires ou les certificats d'action ne pouvaient jamais offrir. Le problème était le transport et le stockage. 1 million de dollars en or, au prix de 1907, pesait environ 7 cents kg. 10 millions de dollars pesaient plus de 6,3 tonnes. Déplacer un tel poids dans les rues de New York en période de panique était pratiquement impossible sans attirer une attention dangereuse. Les gardes armés n'étaient pas une solution. Ils pouvaient être submergés par des foules déterminées. Les routes de transport régulières pouvaient être bloquées par des manifestations ou des émeutes. Les autorités gouvernementales pouvaient arrêter les expéditions à des fins fiscales. Chaque itinéraire de surface créait vulnérabilité et exposition. Le système de tunnels des Vanderbilt, découvert en 1912, faisait partie de ce réseau plus vaste. D'autres projets de construction révélèrent des caractéristiques similaires. Le manoir Astor montrait des fondations bien plus profondes que nécessaire. La résidence Carnegie avait des systèmes de ventilation desservant des espaces non indiqués sur les plans officiels. La maison de ville Morgan avait des systèmes de livraison de charbon connectés à des chambres s'étendant au-delà des limites de la propriété. Tous construits au cours de la même période, de 1880 à 1900. Tous présentant les mêmes choix discutables qui n'avaient de sens que comme nœuds d'un système coordonné. La découverte de 1912 était particulièrement sensible en raison de son calendrier. Cette année-là marqua le début de sérieuses enquêtes du Congrès sur la concentration du pouvoir financier. Les auditions de la commission Peugeot allaient exposer comment un petit groupe contrôlait effectivement la banque américaine. La dernière chose dont ces hommes avaient besoin était une preuve physique d'une infrastructure secrète construite pour contourner les systèmes financiers normaux. La réponse fut rapide. Le tunnel sous le manoir Vanderbilt fut rempli de béton en une semaine. Pas seulement bloqué, complètement rempli.
Les ouvriers furent généreusement payés et invités à signer des accords légaux appuyés par des menaces de litige. Les permis de construire, qui auraient pu révéler les détails de la construction originale, disparurent des archives de la ville. Et quiconque insistait pour obtenir des informations faisait face à des menaces légales ou pire. Mais l'histoire ne mourut pas complètement. Elle circula dans les milieux syndicaux. Elle devint l'une de ces choses que les ouvriers du bâtiment connaissaient, mais ne discutaient pas ouvertement. Certaines familles conservèrent des documents, des photographies qui n'étaient pas censées exister, des registres de paie montrant que des hommes étaient payés pour un travail sans but officiel. Un tel document apparut dans une affaire de succession en 1967. Un contremaître qui avait travaillé sur les réparations de 1912 avait tenu un journal. Son petit-fils tenta de le donner à la New York Historical Society. Le journal contenait des entrées détaillées sur la découverte du tunnel, y compris des croquis de l'aménagement. La Historical Society refusa le don. Non pas parce qu'elle doutait de son authenticité, mais parce que l'accepter exigerait de reconnaître ce qu'il représentait. Ce journal existe toujours dans une collection privée. Les entrées décrivent un tunnel d'environ 2,4 mètres de haut et 1,8 mètres de large. Doublé de briques avec des plafonds voûtés, un éclairage électrique qui fonctionnait toujours en 1912. Et le plus révélateur, des marques sur le sol suggérant que des chariots lourds avaient été roulés à plusieurs reprises pendant des années. Le journal notait également des chambres se ramifiant depuis le tunnel principal. De petites pièces, peut-être 3 par 3,6 mètres, avec de lourdes portes en fer. Ces pièces étaient vides lors de leur découverte, mais elles montraient des signes clairs d'utilisation. Des supports de fixation sur les murs, des systèmes de ventilation sophistiqués pour l'époque et des serrures à l'extérieur des portes, suggérant que tout ce qui était stocké était destiné à rester sécurisé. L'or n'était pas la seule chose nécessitant une protection. Les archives nécessitaient également une conservation. La trace écrite de la manière dont la richesse était accumulée devait être préservée pour les familles, mais tenue à l'écart de l'examen public. À une époque où les coffres-forts n'étaient pas courants, avant que les chambres fortes des banques ne soient vraiment sécurisées, un stockage privé dans des endroits entièrement contrôlés par les familles avait du sens. Le système de tunnels offrait ce contrôle. L'histoire économique révisionniste est importante car elle remet en question le récit fondamental de la création de richesses américaines. L'histoire que l'on nous enseigne est celle de l'innovation, de la prise de risque et de la création de valeur. L'histoire révélée par ce qui fut trouvé sous le manoir Vanderbilt est différente. C'est une histoire de système de contrôle, d'infrastructures construites non pas pour le bien public, mais pour la protection privée d'une richesse qui devait se cacher à la fois du public et du gouvernement. Ce n'était pas le capitalisme tel qu'il est généralement défendu. C'était autre chose, un système financier privé fonctionnant en parallèle du système public. Un système où les règles qui s'appliquent à tous les autres ne s'appliquaient tout simplement pas. Où la richesse pouvait être déplacée, cachée et protégée en utilisant une infrastructure qui n'existait techniquement pas. La question devient, pourquoi faire de tels efforts? La réponse réside dans ce qui s'est passé quand ils ne l'ont pas fait. La période de 1890 à 1920 a vu de nombreuses tentatives de taxation de la richesse, d'application des lois antitrust et de réglementation financière. Les familles riches ont combattu ces efforts publiquement par des moyens légaux et politiques. Mais elles se sont également préparées en privé à la possibilité que la résistance publique échoue. Les systèmes de tunnels faisaient partie de cette préparation. Au moment où les tunnels furent découverts et remplis, le besoin en avait largement disparu. Le système de la Réserve fédérale, établi en 1913, créa de nouveaux mécanismes de protection de la richesse. L'amendement sur l'impôt sur le revenu, ratifié la même année, créa un système où les familles riches pouvaient utiliser des structures légales pour minimiser leurs obligations plutôt que de nécessiter des cachettes physiques. Mais les tunnels représentaient quelque chose d'important sur la façon dont la richesse opère à une certaine échelle. Elle crée sa propre infrastructure. Elle écrit ses propres règles. Et elle construit des systèmes qui existent dans l'ombre des institutions publiques, ni entièrement visibles ni complètement cachés. Le manoir Vanderbilt fut démoli en 1927. La famille était passée à autre chose. Le terrain valait plus que le bâtiment. Et peut-être le plus important, la fondation avait rempli son rôle. Lorsque les ouvriers démolirent la structure, ils trouvèrent les bunkers à charbon remplis de béton. Les entrées des tunnels avaient été soigneusement scellées. Les preuves avaient été effacées aussi complètement que possible. Mais l'effacement n'est pas l'élimination. Les histoires persistent. Des documents survivent. Et occasionnellement, lors de projets de construction dans cette zone, les ouvriers trouvent encore des choses qui n'ont aucun sens architectural. Des murs de briques là où il devrait y avoir du substrat rocheux, des puits de ventilation ne desservant aucune structure existante, des mystères qui sont soigneusement notés,
discrètement remplis et jamais officiellement expliqués. Le système plus large représenté par ces tunnels a continué sous d'autres formes. Comptes bancaires suisses, paradis fiscaux offshore, sociétés écrans. Les mécanismes ont évolué, mais le principe est resté. La richesse au-delà d'un certain seuil nécessite une infrastructure en dehors des systèmes normaux. Les tunnels Vanderbilt n'étaient qu'une de ces premières manifestations physiques. Ce qui fait de ceci une histoire révisionniste plutôt qu'une théorie du complot, ce sont les preuves. Les registres de construction existants montrent des dépenses qui ne correspondent pas aux résultats visibles. Les témoignages des ouvriers, bien que fragmentés, suivent des schémas cohérents. Les caractéristiques architecturales, lorsqu'elles sont examinées par des ingénieurs modernes, révèlent des choix de conception qui n'ont de sens que si les structures avaient des objectifs au-delà des fonctions officielles. Et la réaction à la découverte raconte sa propre histoire. Lorsque les tunnels furent trouvés, la réaction ne fut ni la confusion ni la surprise. Ce fut une action immédiate et coordonnée pour dissimuler et éliminer. Cette réaction n'a de sens que si ce qui fut trouvé était exactement ce qui était censé être là. Un système intentionnel et planifié qui ne pouvait être publiquement reconnu. L'héritage de ce qui fut trouvé sous le manoir Vanderbilt s'étend au-delà des secrets d'une seule famille. Il soulève des questions sur la manière dont la richesse opère au plus haut niveau, sur l'infrastructure qui existe et que nous ne voyons pas, sur les systèmes construits non pas par des processus publics, mais par des décisions privées de ceux qui disposent de ressources suffisantes pour créer leur propre réalité. Le système financier moderne est bien plus complexe qu'en 1912. La richesse circule électroniquement plutôt que par des tunnels physiques. Mais le principe demeure. À certains niveaux de richesse, les règles qui régissent tout le monde deviennent facultatives. Des systèmes peuvent être construits en privé. Des infrastructures peuvent exister dans l'ombre. Et lorsque cette infrastructure est découverte, la réponse n'est pas l'explication, mais l'élimination des preuves. Les ouvriers qui découvrirent les tunnels Vanderbilt comprirent qu'ils avaient trouvé quelque chose de significatif. Ils comprirent également que cette signification les rendait vulnérables. La plupart gardèrent le silence. Ceux qui ne le firent pas subir des conséquences, qui firent paraître le silence judicieux. Et le tunnel fut rempli, les registres détruits, l'histoire enfouie sous le béton et un oubli soigneux. Mais les histoires survivent. Elles circulent sous une forme atténuée. Elles deviennent des rumeurs que tout le monde connaît, mais que personne ne peut prouver. Et parfois, lorsque des preuves refont surface ou que suffisamment de temps s'écoule, elles deviennent quelque chose de plus. Pas tout à fait de l'histoire, car elles manquent de documentation complète. Mais pas un mythe non plus, car trop de pièces s'assemblent trop bien. Ce qui fut trouvé sous le manoir Vanderbilt est important car cela révèle comment le pouvoir opère réellement. Non pas par des institutions publiques et des processus formels, mais par des systèmes privés construits par ceux qui disposent de ressources suffisantes pour créer leurs propres règles. Le tunnel n'était qu'une infrastructure, mais il représentait un principe. Et ce principe a façonné le développement économique américain d'une manière que les histoires officielles omettent soigneusement. Les Vanderbilt sont partis maintenant. Le manoir démoli il y a un siècle. Les tunnels remplis et oubliés. Mais les questions demeurent. Quelle autre infrastructure existe que nous ne voyons pas? Quel système opère dans l'ombre? Et que trouverions-nous sous d'autres monuments à la grande richesse? Ces questions forcent à examiner les hypothèses sur la manière dont la prospérité américaine a été construite et qui en a bénéficié. Elles suggèrent que l'histoire officielle omet autant qu'elle révèle. Et elles nous rappellent que ce qui est enfoui compte souvent autant que ce qui est visible. La découverte de 1912 fut rapidement étouffée. Mais la preuve de cet étouffement a survécu. Et cette preuve nous dit comment les systèmes de pouvoir opèrent lorsqu'ils pensent que personne ne regarde. Et à quelle vitesse ils agissent pour éliminer les preuves lorsque quelqu'un le fait.